Il est midi, merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous allons développer. Dans l'actualité, le lancement du projet d'exploitation minière artisanale de l'or dans le Grand Sud annoncé par le ministre des Mines en déplacement à Élizy, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Situation épidémiologique, les chiffres toujours en baisse. Retour sur le bilan des dernières 24 heures dans ce journal. Nous célébrions hier la journée internationale du tourisme. Reportage dans cette édition sur l'établissement hôtelier des Hamadites de Béjaïa, complètement rénové. Plusieurs reportages sur le tourisme dans ce journal également, notamment à Sétif, sur le tourisme rural. On découvrira également l'Orsar Erzar à l'Oasis Rouge de Timimoun. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Avant de développer ces titres, d'abord le volet coopération avec le déplacement du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum, qui s'est rendu en Tunisie dans le cadre d'une visite de travail d'une journée. Nous aurons à y revenir lors de nos prochaines éditions. Et dans le cadre des efforts consentis visant à lutter contre la corruption et à contrecarrer les pratiques de chantage et d'escroquerie susceptibles de porter atteinte aux institutions de l'État, les services de la police judiciaire relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure ont procédé le 16 septembre dernier à l'interpellation du dénommé Zoher Ansal, dit Karim Sifou, prétendu président du pseudo-conseil des jeunes Algériens. Cette interpellation intervient suite à une enquête et une poursuite minutieuse qui a abouti à l'implication du mis en cause dans les affaires d'usurpation de fonctions de cadres auprès de services de la présidence de la République, d'escroquerie, des cadres supérieurs, de pratiques de chantage et de corruption et d'activités subversives sur les réseaux sociaux. Il prétend également entretenir des liens de parenté avec de hauts responsables de l'état civil et militaire. Le concerné a été présenté le 20 septembre dernier devant le procureur de la République près le tribunal de Ruiba, où le juge d'instruction a décidé de le mettre sous mandat de dépôt au niveau de l'établissement pénitentiaire d'Al-Harrach pour plusieurs chefs d'inculpation, à savoir immixtion sans qualité dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, usurpation de fonctions et escroquerie. Il convient de souligner que le dit escroc fait l'objet de 17 condamnations entre 2020 et 2012 par les tribunaux de Khenchela et Bouaghi dans des affaires d'usurpation de fonctions, d'influence et faux usage de faux. Et développement à présent pour parler des zones d'ombre. D'importantes enveloppes financières ont été consacrées à ces régions en vue de les dynamiser sur le double plan socio-économique. Un objectif rappelé par le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Red, qui s'est rendu dans la wilaya d'Al-Bayad. C'est un sujet signé Mustafa Bendina Naïm. Regardez. L'Akhdira, Rousfa, Doufa, Douirat l'Ahbar et d'autres lieux dits au fin fond de la wilaya d'Al-Bayad comptent eux aussi parmi les régions oubliées que Ibrahim Rad, chargé auprès du président du suivi du dossier des zones d'ombre, est allé prospecter. Il a assuré les habitants que l'État est résolu à mener le développement dans ces régions et à rendre son espoir aux citoyens de toutes ces contrées. Le président de la République insiste beaucoup et veille à cela, afin que dans ces régions reculées, aucun citoyen ne puisse plus vivre la privation et l'isolement. Il veut une Algérie nouvelle. Dans cette région, nous souffrons du froid à l'hiver. La route, le gaz, l'école sont assurés, alhamdoulilah. L'eau et le gaz nous manquent. Nous avons besoin d'aide pour ça. Nous jouons des hauts plateaux avant sur l'état des droits spécifiques aux régions du Sud. J'espère que tous les responsables locaux auront le président de la République comme exemple et qu'il applique sur le terrain toutes ces directives. Et nous, en tant que société civile, nous sommes là, debout pour le drapeau de l'Algérie.
يعني اشياء كثيره اللي تمت كان يعاني منها المواطن ولكن تمت اليوم مش معناها باللي اليوم كل المشاكل او تم يعني. Beaucoup de choses dont souffrait le citoyen sont réglées. Maintenant, il reste encore des questions à régler. Le processus se poursuit. انجازه الى غايه اليوم فيه ما هو قيد الانجاز وفيه ما سيسجل في سنه 2021. La santé, l'école, les routes, l'eau et l'électricité, des préoccupations soumises avec insistance par les habitants de cette région d'Al Bayad où le développement déjà engagé reste insuffisant. Dans l'actualité également, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a annoncé hier depuis la wilaya de Gherdaya le dégel prochain des projets du secteur pour les wilayas du sud sur décision du président de la République. Déclaration faite lors de sa visite de travail d'une journée dans cette wilaya, nous dit Camélia Mellal. En inspectant quelques projets de son secteur, à l'exemple de cette piscine semi-olympique de Berriyana Gherdaya, réalisée pour un montant de 300 millions de dinars, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, qui était accompagné de la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, Salima Souakri, a exhorté les responsables concernés à activer leur achèvement afin de permettre aux jeunes de la région de s'émanciper et de pratiquer leur sport favori. Nous avons saisi cette occasion pour inspecter et inaugurer de nouvelles infrastructures sportives, des projets qui permettront de faire de cette région un pôle d'excellence dans l'activité sportive dans le sud du pays. Lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya avec les cadres du secteur et les représentants du mouvement associatif, Sidi Ali Khaldi a mis en avant l'importance qu'accorde le secteur à cette région à la faveur de son renforcement en diverses installations juvéniles et sportives. Cette rencontre rentre dans le cadre du projet de la révision constitutionnelle lancé par le président de la République. Un projet prometteur qui permettra d'aller vers une nouvelle Algérie, mais aussi d'encourager et de valoriser les jeunes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'est enquis sur place des attentes et doléances des jeunes, a assuré la volonté de l'État à faire participer les jeunes dans la vie politique du pays. Rencontre autour de la rentrée scolaire 2020-2021 hier en présence du ministre de l'Éducation nationale. Mohamed Oudjaoud a affirmé qu'aucune date n'a été fixée pour le moment. Le secteur se concertera avec les partenaires sociaux sur les modalités à même de mener à bien cette rentrée, et ce par souci de préserver la santé et l'intégrité des élèves et de tout le personnel travaillant dans les établissements d'enseignement. Yamina Saïdji. Le département de l'éducation nationale, les syndicats et les associations de parents d'élèves se sont réunis aujourd'hui pour discuter du retour des 10 millions d'élèves. Objectif, débattre tous les scénarios envisageables. Nous, en tant que ministère de l'Éducation nationale, nous avons étudié toutes les hypothèses possibles pour assurer la prochaine rentrée scolaire. Nous n'avons pris aucune décision finale. Nous avons débattu avec les partenaires sociaux pour trouver un compromis afin de le proposer au gouvernement. Le ministère de l'Éducation a élaboré des plans exceptionnels pour l'organisation de la rentrée des classes selon les spécificités de chaque palier et de chaque établissement. Nous pensons que ces propositions sont adaptées au protocole sanitaire mis en place. Ces hypothèses ont été minutieusement étudiées pour assurer la sécurité de nos élèves et leur permettre de reprendre les cours. Nous préférons que les cours soient en alternance, un jour sur deux, voire une semaine sur deux, mais il faut impérativement reprendre les cours. Le ministre a appelé à adapter les programmes des matières en mettant l'accent sur les enseignements de base pour chaque matière en fonction du volume horaire. Et il a aussi évoqué la nécessité de développer l'enseignement à distance.
J'en parlais en titre, le lancement du projet d'exploitation minière artisanale de l'or dans le Grand Sud a été annoncé par le ministre des Mines en déplacement à Élysée. Mohamed Arkab était accompagné des ministres de l'Environnement et de la Formation et l'Enseignement professionnel et du ministre délégué chargé des micro-entreprises, mais aussi du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté à l'étranger. Bouchra Bouali. L'exploitation minière artisanale de l'or dans le Grand Sud constituerait un bon départ pour défaire l'économie algérienne de sa dépendance aux hydrocarbures. Pour le ministre des Mines, Mohamed Arkab, en déplacement à Élysée, ce type d'exploitation est une véritable valeur ajoutée pour le développement et la diversification de l'économie. La nouvelle stratégie adoptée par l'État en matière d'exploitation artisanale de l'or et de sa mise en valeur vise à créer un mécanisme à même de développer cette activité qui constitue une valeur ajoutée pour l'économie et à mettre en place un cadre juridique et réglementaire donnant la possibilité aux jeunes d'une exploitation artisanale de l'or en vertu d'autorisations qui leur seront accordées avec des conditions précises et des facilitations dans leur octroi. Ce qui permettra de mettre fin à l'exploitation anarchique des métaux et leur contrebande. Cela créera également de l'emploi, notamment dans les régions frontalières. Des autorisations d'exploitation de filons d'or seront accordées à des micro-entreprises pour une durée de 5 ans maximum, renouvelables dans le périmètre identifié au préalable. Des formations sont prévues pour accompagner les micro-entreprises qui souhaitent investir dans le domaine. Nous assurons les jeunes désireux de monter une entreprise dans le domaine de l'exploration minière de notre accompagnement pour une exploitation optimale de l'or dans la région à la faveur d'une formation spécialisée. Il est également question d'ouvrir prochainement dans la wilaya d'Illisi des spécialités de formation en rapport avec l'exploitation artisanale de l'or sous la supervision d'un encadrement spécialisé et hautement qualifié. Le tout en collaboration avec le secteur de l'environnement pour la préservation de la diversité biologique et du développement durable. Il existe des entreprises activant dans ce domaine et si elles n'existent pas, nous les accompagnerons et leur donnerons les autorisations pour pouvoir traiter à l'avenir les déchets. Ceux qui ont des micro-entreprises ou qui souhaitent en créer peuvent bénéficier, grâce à la nouvelle approche économique, d'un accompagnement avant et après le financement et d'un suivi. Sachez que pendant 10 jours, les bureaux de l'ANSEJ seront ouverts pour répondre à toutes vos questions. Vous aurez des réponses officielles sur le site de l'agence. Nous parviendrons alors à réaliser ce projet. Pour mûrir ce projet, nous avons besoin de votre implication pour mettre en valeur les richesses des régions du Sud, des régions auxquelles l'État accorde un intérêt particulier. Mais son plus grand intérêt se porte sur le facteur humain, véritable richesse intarissable. Ce projet et tant d'autres créeront des milliers d'emplois directs et indirects. À noter qu'une convention de coopération a été signée dans le cadre de cette visite entre les secteurs de la formation professionnelle et des mines, prévoyant l'installation au niveau des chantiers d'apprentis dans différentes spécialités liées aux activités des mines et des carrières. C'est un livre exceptionnel qui lève le voile sur les secrets les mieux gardés de la France coloniale. Vincent Nouzil confirme dans son ouvrage « Les tueurs de la République » que la France a assassiné ses propres concitoyens de 1956 à 1962. Ce sont des révélations basées sur une enquête de plusieurs années et des témoignages exclusifs sur des opérations secrètes d'assassinat opérées contre les citoyens français sympathisant avec la cause algérienne, nous dit Mounana Walhamoudi dans ce papier. Les tueurs de la République, c'est l'ouvrage choc de toute l'histoire de la France coloniale. Un livre inédit où l'auteur évoque clairement un parricide perpétré par l'armée française pour étouffer la révolution algérienne. Journaliste d'investigation et auteur de livres d'enquête français, l'auteur Vincent Nouzil affirme preuve à l'appui que l'armée française recourait bel et bien à l'assassinat de ses propres ressortissants, partisans de la cause algérienne. Ce tabou, grand secret de la République, est aujourd'hui dévoilé au grand jour. Selon ces nouvelles pièces, au cœur de l'été 1958, dans le plus grand secret d'un pouvoir gaulliste, Jacques Foccart a coordonné un programme d'opérations clandestins sur fond de conflits algériens. Ces représailles, organisées dans le plus grand secret par les tueurs de la République, ont été couronnées plus ou moins de succès.
Menaces, attentats et sabotages, mais aussi assassinats figurent parmi les moyens employés. Constantin Melnik, conseiller du Premier ministre chargé des affaires de renseignement de 1959 à 1962, chiffrait le nombre d'assassinats à 140 pour la seule année 1960. Vincent Nouzil récapitule par ailleurs l'ensemble des opérations réalisées depuis le 1er janvier 1956, tout en indiquant le but à atteindre, le lieu, les moyens utilisés et le résultat de chaque opération. Daté du 5 août 1958 et intitulé « Fiche concernant les objectifs homo », terme technique qui désigne les assassinats, le premier document dresse la liste de 9 personnes à éliminer. Au bas de cette pièce essentielle à l'écriture de l'histoire de la politique française d'assassinat ciblé, l'encre bleue de la plume Jacques Foccart, dont on reconnaît la signature, indique que cette liste a reçu l'accord de l'amiral Cabanier le 7 août. Ce dernier n'est autre que le chef d'état-major de la défense nationale attaché au général de Gaulle, à la présidence du Conseil. Parmi les missions annulées figure en particulier celle prévue en juillet 1956 d'assassiner Ahmed Ben Bella, le chef du FLN au Caire, avec une arme silencieuse dans la rue. Un ordre gouvernemental viendra interrompre l'opération au dernier moment. Si ces nouveaux éléments viennent documenter les graves infractions au droit international par l'État français en décidant d'éliminer physiquement des citoyens français en dehors de tout cadre légal, l'ouvrage revient sur un pan sombre de l'histoire de la France coloniale, une France qui refuse encore de reconnaître ce passé. Et dans le même sillage, justement, des historiens, des archivistes et des associations saisissent le Conseil d'État français et demandent l'abrogation de l'article 63 de l'instruction générale interministérielle qui entrave l'accès aux archives. Le collectif estime que cette mesure réglementaire entrave l'accès aux archives contemporaines de la nation et conduit en effet à subordonner à une procédure administrative dite de déclassification toute communication de documents antérieurs à 1970 qui porte un tampon secret. La wilaya de Tindouf connaît un déficit en ressources hydriques souterraines, d'où la nécessité d'entrevoir à l'avenir des apports supplémentaires à partir de wilayas voisines pour couvrir ses besoins en eau potable et notamment pour l'exploitation du gisement de Rardjbilet. Un constat affirmé par le ministre des Ressources en eau en visite dans la région Nudi, Messaline Messaidi. La wilaya de Tindouf par des transferts sud-sud pour couvrir ses besoins en eau potable et ce au cours des 5 prochaines années. C'est sur quoi insistait le ministre des Ressources en eau, Arsqi Berraqi, lors de sa visite de travail. Cette visite d'inspection a aussi permis aux premiers responsables du secteur de prendre en charge les doléances de certains agriculteurs. Vous avez un déficit structurel en matière de ressources en eau, mais ça n'empêche qu'on peut optimiser. À partir du moment où vous êtes en train d'utiliser des techniques pour économiser de l'eau, nous sommes prêts à vous accompagner. Dès cette semaine, il y aura des experts dans la région qui travailleront avec vous. Arsqi Berraqi a réitéré la détermination du gouvernement à valoriser toutes les réalisations concrétisées dans la région. À leur tête, l'extension de la station de déminéralisation de l'eau potable d'une capacité de 13 000 mètres cubes jour. Garantir une alimentation régulière en eau potable dans la région passe par plusieurs opérations. En premier lieu, l'extension de cette station de déminéralisation d'une capacité de 13 000 m3 jour. Une capacité que nous œuvrons à porter à 20 000 m3 jour dans un proche avenir, et ce en ayant recours à des apports supplémentaires à partir des wilayas voisines, notamment pour l'exploitation du gisement de Rardjbilet. يعني تحويلات جنوب وهذا داخل كذلك في إطار تموين المركب الجديد تاع Rardjbilet لإنتاج الحديد. Au terme de sa visite, le ministre s'est arrêté sur les travaux de réalisation d'une nouvelle station de pompage dans la région de Hassi Abdallah. L'eau indispensable pour de bonnes récoltes. Direction justement Territ à Béchar, au sud-ouest du pays. Dans cette oasis, la fin septembre rime souvent avec la saison de la récolte des dattes. Les palmiers de la région portent plusieurs variétés. Sauf que cette année, la pandémie du coronavirus a largement éprouvé la filière. Les agriculteurs de Territ posent notamment le problème de commercialisation. Marine Damis. Comme à chaque début d'automne, ici à Territ, l'opération de récolte des dattes a commencé.
et elle s'étendra jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette région qui cultive une large variété de dattes peut arriver à une importante récolte si ce n'est les aléas climatiques. Quand on prend bien en charge le palmier dattier, il peut produire jusqu'à 1 quintal. À cause des fortes chaleurs et le manque d'eau, les dattes ont été endommagées. Nous sommes en période de récolte des dattes. Les services agricoles collaborent avec les agriculteurs en mettant à leur disposition des voitures techniques selon les moyens. Cette année, la pandémie du coronavirus a perturbé la commercialisation des dattes. Le coronavirus nous a causé beaucoup de contraintes. Nous avons du mal à écouler nos produits. Le rendement est en baisse cette année du fait de nombreuses contraintes, comme la baisse du niveau d'eau souterraine et les incendies, qui ont endommagé les palmiers dattiers. Et nous enchaînons avec ce bilan quotidien des contaminations au Covid-19. 153 nouveaux cas confirmés, 104 guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. On écoute le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 153 nouveaux patients, 93 nouvelles hospitalisations, 104 patients guéris, 22 patients en soins intensifs et 3 décès. Avec la notification de 153 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 6 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 3 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 93 patients. Pour ce qui est des patients guéris selon le protocole thérapeutique, à ce jour, leur nombre est de 35 860 patients guéris, dont 104 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 22 patients hospitalisés en soins intensifs. Et je voudrais dire donc à notre population, compte tenu de la situation actuelle qui est en nette amélioration, il faut rester très vigilant, respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Mais si les chiffres sont plutôt optimistes en Algérie, ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde. La pandémie de Covid-19 a fait plus d'1 million de morts, selon un décompte de l'AFP établi aujourd'hui. 1 million est un nombre terrible, a déclaré le directeur des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Les perspectives sont sombres, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague. Plus de 32 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde. Et puis, dans l'actualité internationale également, le Front Polisario et le gouvernement sahraoui ont mis en garde contre la stratégie d'escalade marocaine qui menace la sécurité et la stabilité dans la région, appelant le Conseil de sécurité à agir clairement face à cette grave manœuvre qui met en péril le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est un véritable scandale qui a éclaté aux États-Unis à quelques semaines de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 3 novembre prochain. Il s'agit de révélations explosives sur les impôts de Trump avant son débat face à Joe Biden demain soir. Des révélations du New York Times sur les déclarations fiscales que Trump s'est toujours refusé à dévoiler et qui semblent ne pas l'avantager, nous dit Karim Haïfa. Peu ou pas d'impôts, des révélations du New York Times sur les déclarations fiscales que Donald Trump s'est toujours refusé à dévoiler ont fait éruption dimanche dans la course à la Maison-Blanche avant son débat très attendu face au candidat démocrate Joe Biden. Le quotidien américain a publié une enquête après s'être procuré les données fiscales sur plus de 20 ans concernant l'ex-mania de l'immobilier et les centaines de sociétés qui composent son groupe non coté. Donald Trump a payé $750 d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il a remporté la présidence en 2016 et autant sa première année à la Maison-Blanche en 2017, écrit le journal. Le sujet risque d'électriser un peu plus la campagne pour la présidentielle du 3 novembre, 24 heures avant le premier duel télévisé de mardi soir
Signe de ce climat de division extrême, Donald Trump a très sérieusement soupçonné dimanche son adversaire démocrate de prendre des drogues ou des médicaments pour améliorer ses performances. Interrogé par la presse, Joe Biden s'est lui refusé en souriant à tout commentaire sur ce sujet. Donald Trump entend, lui, arriver au débat auréolé auprès de sa base du choix annoncé samedi d'Amy Coney Barrett, une magistrate connue pour ses convictions religieuses traditionnalistes, pour siéger à la Cour suprême. Il a de nouveau prédit dimanche sur la chaîne Fox News une confirmation rapide de cette nomination par le Sénat, où son camp républicain est majoritaire. Joe Biden a lui réitéré son appel au Sénat à ne pas se prononcer avant l'élection présidentielle, conscient que cette nomination devrait renforcer la majorité conservatrice au sein de cette institution clé qui tranche les grands débats de société. Mais faute de levier pour stopper le processus, les démocrates agitent le spectre d'une haute cour durablement à droite pour mobiliser leur électorat, notamment en défense de l'Obamacare, la loi d'assurance santé adoptée lorsque Joe Biden était à la Maison-Blanche comme vice-président de Barack Obama. Le bras de fer se durcit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les États-Unis ont exhorté l'Azerbaïdjan et les forces séparatistes du Nagorno-Karabakh soutenues par l'Arménie à cesser immédiatement les hostilités dans cette région disputée, théâtre des pires affrontements depuis 2016. Le numéro 2 du département d'État américain a appelé les deux parties pour les exhorter à cesser les hostilités et à utiliser les moyens de communication directe pour empêcher toute autre escalade. Et nous célébrions hier la journée internationale du tourisme, l'occasion de parler d'infrastructures. L'établissement hôtelier Les Hamadites de Tichy à Béjaïa connaît des travaux de réhabilitation et de modernisation qui devront s'achever d'ici la fin de l'année. Une nouvelle piscine a été conçue et des modifications ont été apportées à l'établissement afin que Les Hamadites garde son cachet d'antan, nous dit Saïd Amayoub dans ce reportage. Édifié à l'orée des années 70, l'établissement Les Hamadites dans la ville balnéaire de Tichy vit au rythme des travaux de remise à niveau. Un projet de rénovation initié par le secteur du tourisme ayant consacré à cet hôtel aux standards internationaux une enveloppe budgétaire de l'ordre de 180 milliards de centimes. La première tranche concerne à peu près 114 chambres, plus la réalisation d'une piscine. La deuxième tranche, ce sera les points de vente, plus les 45 chambres qui sont actuellement en exploitation. Cette année, avec le Covid, il y a moins de monde. Même la saison estivale, elle a débuté vers le 15 août. Donc les plages étaient interdites à la population. Mais à partir du 15 août, quand même, les chambres que nous disposons actuellement, qui sont commercialisables, on a fait le plein presque du 15 août jusqu'au 15 septembre. En effet, une nouveauté au Hamadit, il sera désormais doté d'une piscine extérieure pour adultes et pour enfants, d'autant que la superficie de l'hôtel de presque 10 hectares s'y prêtait parfaitement pour cet aménagement. Nous avons aussi une nouvelle création qui est celle de la piscine extérieure. Donc la piscine extérieure de l'hôtel, elle a une surface de 600 mètres carrés. Bon, nous sommes pour la piscine à un taux d'avancement de 80%. Vous avez la partie hébergement qui est le bloc hôtel qui est à 75%. Les travaux consistent à conforter le bâti, à apporter une touche de modernité et à rénover également le réseau électrique, entre autres réhabilitations qui s'avèrent plus que nécessaires à l'heure actuelle. Tout en mettant à niveau l'établissement, donc en prévoyant des équipements de lutte contre l'incendie, climatisation centralisée, boiserie moderne résistante à l'humidité, conférant un assez bon confort aux usagers, aux futurs usagers. Nous nous sommes inscrits lors de l'étude et lors de l'élaboration de l'étude. Nous sommes tablés sur le développement durable, donc, qui est la feuille de route actuelle. Donc, en installant des équipements peu énergivores, donc de faible consommation. Les Hamadites, dont pratiquement toutes les chambres ont une magnifique vue sur une mer bleu azur et dont le nom est à tout jamais relié à l'histoire antique de la wilaya de Béjaïa, n'a rien perdu de son charme et de son aura. Bien au contraire, il compte bien le demeurer et séduire davantage de touristes.
Tourisme toujours, mais cette fois-ci avec du tourisme rural, un phénomène qui connaît de plus en plus de succès à Sétif, dans l'est du pays. Le complexe rural Riach Mohamed Tahar s'est spécialisé dans ce type d'activité. Une façon parmi d'autres d'encourager le tourisme et développer ce secteur sur tout le territoire national, nous dit Walid Yousfi. Le tourisme de campagne, une tendance chez les touristes ces dernières années. Ce complexe rural, situé à Sétif, en a fait son activité. Il reste une destination privilégiée des visiteurs en quête de détente et de bien-être, loin du stress de la ville. Après la réalisation d'une huilerie, nous avons remarqué que beaucoup de gens s'intéressaient à la région et surtout à ce domaine. C'est de là qu'est venue l'idée. Ce domaine est très prisé, il y a des oliviers, des arbres fruitiers et même des animaux. Le problème dans ce genre de zone rurale, c'est qu'il n'y a pas une grande capacité d'accueil. Il nous faut remédier à cela. Le citoyen ou le touriste doit trouver où se loger en venant ici. À l'occasion de la Journée internationale du tourisme, une visite guidée a été organisée par l'Office national du tourisme dans la ville de Djmila et Hammam Gerkour à Sétif. Une wilaya avec un fort potentiel touristique. Nous allons bien évidemment promouvoir toutes les zones que nous venons de visiter et mettre en avant leur potentiel. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du développement rural de la région. C'est une zone rurale à forte capacité touristique en tout genre. Il y a le tourisme thermal, le tourisme de montagne et même le tourisme rural. Le développement du secteur touristique est primordial et reste une priorité pour la relance économique du pays. Nous en parlions en titre, l'Qsar Irzar, situé à Timimoun, au sud du pays, est un véritable joyau architectural, témoin du génie des Zénètes, une tribu berbère de la région. L'Qsar puise ses spécificités patrimoniales de sa position géographique qui surplombe le lac de Timimoun. Yanis Aït-Klassen, regardez. Qsar d'Irzar, un des anciens palais de l'Oasis Rouge, situé à 10 km de Timimoun, constitue une des anciennes villes berbères des Zénètes installées dans la région depuis de longues dates. Construite principalement en argile, en sable et en pierre, la Kasbah d'Irzar reflète le génie architectural des anciens habitants de la région. À l'époque, il y avait beaucoup d'envahisseurs. Ce Qsar est surplombé d'une tour d'observation permettant la surveillance sur de longues distances d'éventuelles invasions ennemies sur cette Kasbah. Donc l'accès est très sinueux et labyrinthique. Et si cette Kasbah a pu résister, c'est aussi grâce aux matériaux utilisés. Les murs du Qsar sont bâtis en argile avec une astuce bien propre de l'époque, ce qui a fait qu'ils ont résisté au fil des ans. Des bâtisses agencées l'une à côté de l'autre, marquées par des entrées placées à contre-courant du sable et des vents. Cette Kasbah scindée en îlots, séparée par des voies d'accès multiples, est conçue avec une architecture épousant le milieu saharien. Comme vous le remarquez, les maisons sont petites. À l'époque, les habitants n'avaient pas besoin de beaucoup de choses pour y vivre. Le plus important pour eux était le stockage des denrées alimentaires. J'espère que grâce à la nouvelle approche du gouvernement de l'Algérie nouvelle, cette région bénéficiera de plus d'intérêt pour la relance touristique de ce vestige. Ce vieux Qsar d'Irzar, puis ses spécificités patrimoniales et culturelles de sa position géographique, et constitue aussi une satisfaction aux touristes en quête de découverte des anciens modes de vie dans le Gourara et un pôle touristique important. Et avec ce beau joyau architectural, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo d'Emel Laribi. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Au revoir.